Vous allez voir qu'on aborde différents points et aussi qu'on on esquisse des problèmes qui pourraient se poser ou des solutions juridiques, des solutions jurisprudentielles qui pourraient se trouver, mais malheureusement, à ce jour, il n'y a pas encore beaucoup de cas qui ont été soumis aux tribunaux. Donc, on ne part que de présupposés pour les solutions juridiques qu'on va vous proposer à la fin de l'exposé. Donc, en général, nous organisons ces formations euh, physiquement, une fois à Liège, une fois à Bruxelles. On vous offre un petit déjeuner, ce qui fait tout l'intérêt de la présentation, et ça finit tôt, comme ça vous pouvez continuer votre journée par la présentation par courriel. Donc, vous allez recevoir un email tout à l'heure avec les slides. Vous ne devez pas prendre note de ce que vous voyez à l'écran. Et alors, on tourne les vidéos, elles sont disponibles en ligne. Donc ici, on aura l'enregistrement de notre petite présentation. Alors, on part toujours d'un exemple concret pour en faire découler les questions juridiques. Et ici, notre fil conducteur, un petit peu cliché, mais ça ne fait jamais de mal pour prendre un exemple. Donc, une jeune femme de 27 ans, maman, présentatrice météo, adepte du yoga et qui donc souhaiterait devenir influenceuse. Elle commence à gagner en popularité et elle aimerait en tirer un petit peu profit financièrement en s'associant avec certaines marques. Au départ de cet exemple, on va voir 4 questions. D'abord, en matière de droit intellectuel et de droit à l'image, quelles sont les limites à respecter pour les influenceurs? Deuxième question, la question plus spécifique du marketing d'influence. Donc Thomas vous expliquera ces 2 premières questions. Marketing d'influence, on est dans une relation bien établie entre l'influenceur et la marque. Et on verra quels sont les statuts juridiques, ce qu'il faut inclure dans les contrats et que respecter en matière de placement de produits dans les postes des influenceurs. Et enfin, je m'occuperai des 2 dernières questions, plus axées sur le respect des données à caractère personnel, donc tous les aspects qui concernent l'utilisation de données à caractère personnel sur les réseaux sociaux et en particulier pour les concours. Et enfin, on verra que faire face à l'achat de followers ou de likes par un concurrent sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si d'autres personnes nous ont rejoints. Moi, personnellement, Ophélie, je ne sais pas si ça se voit, mais je ne suis pas du partage d'écran. Vous n'avez pas le partage d'écran? Non, non, du tout. Ici, vous n'avez rien? Nope. Je bénéficie de l'interface où il est écrit « En attente des autres participants ». Alors, je vais réessayer. Hein. Donc là, peut-être Thomas, tu peux arrêter, je vais relancer. Oui, voilà. Je réessaye. On a déjà fait la même formation vendredi, ça s'est passé sans difficulté, donc on devrait résoudre ça. Est-ce que vous voyez quelque chose? Absolument rien du tout. Donc, toujours en attente des autres participants et puis les petites fonctions de la barre d'outils avec le micro, la caméra. Est-ce que c'est le même cas pour tout le monde? Apparemment, non. J'ai demandé dans le chat et ça fonctionne pour une personne. Chez les autres. Est-ce que je peux peut-être vous demander de quitter, de revenir? C'est un peu bête, mais... Chez nous, ça fonctionne, Fanny. Merci. Je ne sais pas qui était la personne qui n'avait pas les slides. Pour voir si maintenant elle est revenue. Voilà, elle était là. Elle n'est pas encore reconnectée. Les joies de la technique. Je ne sais pas si vous expérimentez aussi un peu plus les réunions à distance depuis le confinement. Si, mais moi avec Zoom. Ouais. Mais on découvre Teams aussi.
Et nous, on l'emploie, mais beaucoup plus au sein du bureau. Donc, avec des externes, ça peut être plus difficile. Donc, elle ne s'est pas encore reconnectée. J'ai dû réenvoyer une invitation. Désolée de ce petit contretemps. Tu renvoies une invitation. J'y suis, je cherche l'adresse. Ouais, je pense que madame est là. Oui, voilà. Alors, je vais... Peut-être que, vu que j'ai fini la présentation, peut-être que Thomas, tu peux carrément lancer directement ta partie. On verra si madame voit les slides ou non à ce moment-là. Voilà, je ne sais pas si tout le monde voit ce slide. Oui. Oui. Aussi. Oui, parfait. C'est bon pour tout le monde? On peut commencer? Oui. Voilà, donc, première question qu'on va aborder, c'est la question des droits intellectuels. Quels sont les droits et les limites pour les influenceurs, mais également pour les marques sur les réseaux sociaux? Alors, cette question est importante puisque, contrairement à ce que l'on pourrait penser, Internet et les réseaux sociaux ne sont pas des zones de non-droit. Et donc, publier un contenu sur un réseau social, que ce soit une musique, une vidéo ou encore une photo, n'est pas un acte qui est dénué de toute responsabilité. Il y a donc des règles à respecter, et ce, sous peine de porter atteinte aux droits de tiers. Et donc, en tant qu'influenceur, mais également en tant que marque, il conviendra d'être vigilant par rapport à ce qu'on va publier sur les réseaux sociaux, puisque si on reprend notre exemple fil conducteur, par exemple, de Julie, notre influenceuse, imaginons que celle-ci décide de publier maintenant une photo sur Instagram, une photo d'elle au bord de la plage, en train de faire du yoga. La photo est vraiment belle, le nombre de likes explose, et puis, quelques semaines plus tard, eh bien, Julie constate qu'une célèbre marque de sport a repris sa photographie sur des affiches publicitaires afin de promouvoir ses derniers équipements de yoga. Pourtant, Julie n'avait jamais eu de contact avec la marque et n'avait donc jamais accepté que cette dernière reprenne sa photographie dans un cadre commercial. Et donc, dans pareille situation, eh bien, la marque est susceptible d'avoir porté atteinte tant au droit d'auteur de Julie qu'à son droit à l'image, et cette dernière pourrait donc éventuellement agir devant les tribunaux pour faire cesser cette pratique donc via une action en cessation et éventuellement pour réclamer des dommages et intérêts qu'elle aurait endurés pour le préjudice financier qu'elle aurait éventuellement enduré. Alors, première question, la question du droit d'auteur. Alors, quand vous publiez un contenu sur un réseau social, vous êtes en principe propriétaire de ce contenu. Alors, pour être tout à fait précis, sachez que les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux prévoient généralement que le contenu que vous publiez, eh bien, vous en restez propriétaire, mais que vous cédez licence d'utilisation au réseau social qui est concerné. Donc, toujours intéressant d'avoir ça à l'esprit lorsqu'on publie des contenus sur les réseaux sociaux. Et donc, ces contenus que vous publiez, qu'il s'agisse d'un simple texte, d'une photographie ou encore d'une musique, sont susceptibles d'être protégés par le droit d'auteur, puisque celui-ci protège les œuvres qui sont dites littéraires ou artistiques, à condition évidemment que cette œuvre réponde aux conditions pour pouvoir bénéficier de la protection, c'est-à-dire que votre œuvre doit être d'abord mise en forme, ce qui vise à exclure que soient protégées les simples idées, et votre œuvre doit être originale, c'est-à-dire, selon la jurisprudence, qu'elle porte l'empreinte
de la personnalité de son auteur. Et donc, au niveau des prérogatives qui sont conférées par le droit d'auteur, eh bien, les titulaires de droits d'auteur se voient généralement conférer deux grands types de droits. Les droits patrimoniaux, d'une part, qui sont les droits qui vont permettre à l'auteur d'une œuvre d'en tirer des revenus, et par conséquent d'autoriser ou d'interdire à des tiers d'utiliser ces œuvres, et les droits moraux, qui sont les droits qui visent quant à eux à protéger la personnalité de son auteur. Donc c'est le droit de divulgation, c'est-à-dire de décider à partir de quand l'œuvre sera accessible au public, le droit de paternité, donc le droit à avoir son nom sur l'œuvre, et le droit à l'intégrité de l'œuvre, c'est-à-dire le droit à ce qu'on ne porte pas atteinte, à ce qu'on ne dénature pas son œuvre. Deuxième type de droit auquel la marque est susceptible de porter atteinte, dans notre exemple, c'est le droit à l'image. Le droit à l'image, c'est un droit qui a été élaboré tant par la jurisprudence que sur base de la doctrine, et qui est un droit en vertu duquel toute personne a le droit de disposer de son image, et donc de s'opposer à la publication, à la diffusion ou à l'utilisation de son image. Alors, en d'autres termes, avant de publier une photo de quelqu'un, une photo sur laquelle apparaît une personne, il convient d'obtenir le consentement de cette dernière. Et à ce niveau-là, c'est assez important parce que c'est quelque chose qui n'est pas forcément connu de tous, c'est que le fait qu'une personne accepte d'être prise en photo ne va pas, ou filmée, ne va pas nécessairement signifier que celle-ci a consenti à la publication ou à la diffusion de ces images. Il s'agit de deux consentements distincts qui doivent être demandés et obtenus, en tout cas obtenus séparément. Et donc, pour être tout à fait concret, imaginons maintenant que vous preniez un selfie avec un ou une amie. On peut éventuellement considérer qu'il y a un consentement implicite de cet ami à ce que vous le preniez en photo si celui-ci pose avec vous sur le selfie, mais ça ne va pas nécessairement signifier que votre ami a accepté que vous publiez cette photo sur Facebook ou sur Instagram, ou encore que vous utilisiez cette photo à des fins commerciales avec des marques. On peut poser une question? Oui, je vous écoute. Oui, bon, Marielle, en fait, moi, ma question, c'est, par exemple, je travaille, j'ai un client qui a une villa en Espagne, et sur la région, je regarde un petit peu sur Instagram, et parfois, je fais des reposts, mais en laissant la photo, vous voyez, de celui qui a créé le post initial, en fait, dessus. Est-ce que ça, c'est légal ou pas? Ça apprécié. Donc, vous repostez une photo et Donc, c'est pas une sur cette capture photo d'écran en fait, hein, c'est via un logiciel de riposte, voilà. Ouais. Et donc là, ça nous laisse la possibilité de laisser ou de masquer l'identité de la personne qui a créé ce post. Moi, je le laisse dessus en me disant que voilà, ça devrait peut-être mieux protéger, en tout cas l'idée. Et je rajoute textuellement, je rajoute photo par, et puis je remets l'identifiant Instagram de la personne. Est-ce que ça, c'est légal ou pas? Ouais, donc là, Fanny, on ne t'entend pas, je te vois parler, mais... C'est comme ça qu'il faut procéder. Ah d'accord, ok, ça va. en précisant la provenance de la photo, là, vous faites en sorte de ne pas porter atteinte au droit d'auteur de cette personne, si c'est ça la question. Oui, c'était ça, oui, c'était ça. D'accord, c'est que c'était en droit d'auteur, alors votre question n'est pas en droit à l'image. Hein. Non, mais c'est pas, il n'y a pas une personne dessus en règle générale, c'est juste un paysage de la destination en fait qui a été pris. Et ma question, c'était de savoir si je pouvais l'utiliser pour promouvoir la région en fait. Donc, il y a les deux choses, le respect du droit de la paternité de la photo, enfin, du photographe. Donc, le fait de faire un repost, c'est parfait. Après, est-ce que la personne est d'accord qu'on l'utilise pour faire autre chose ou pour promouvoir autre chose? Concrètement, vous n'avez pas conclure un contrat avec lui via les réseaux sociaux, mais normalement, quand on poste une photo sur les réseaux sociaux, c'est pour qu'elle circule et on ne demande pas mieux. Donc, en lui attribuant le crédit, de toute façon, il est averti immédiatement. Bien sûr, avec le tag, il est averti. Oui, voilà. ça. Donc, s'il devait s'y opposer, évidemment, alors vous arrêtez tout de suite. D'accord, oui, c'est parfait. Merci pour la question. Merci. Voilà. Donc, à nouveau, pour faire un petit résumé de cette partie droit à l'image, tant du côté de l'influenceur que du côté des marques, il faut vraiment être vigilant par rapport à ce qui est publié. Parce que si on reprend notre exemple, eh bien, la marque, en reprenant la photographie de Julie sans son consentement sur les affiches publicitaires, eh bien, aura porté atteinte au droit à l'image de Julie. Et maintenant, imaginons que sur cette photographie apparaissaient des personnes, des passants qui étaient présents sur la plage au moment où Julie a pris la photo, et ce sans leur consentement. Eh bien, Julie
à supposer que ces personnes soient identifiables, qu'elles soient reconnaissables, Julie pourrait avoir porté atteinte également au droit à l'image de ces personnes qui étaient présentes sur la plage. Et donc, pour résumer maintenant la partie droit d'auteur et droit à l'image, eh bien, en tant qu'annonceur, en tant que marque, il est vraiment primordial que vous ayez l'accord de l'influenceur, de préférence par écrit, donc ça se matérialisera souvent par un contrat, donc l'accord de l'influenceur avant d'utiliser ou de reprendre des contenus qu'il aurait publiés sur un ou plusieurs réseaux sociaux. En tant qu'influenceur, maintenant, il faut vraiment être vigilant également par rapport à ce qu'on publie, puisqu'on est susceptible en tant qu'influenceur de porter atteinte non seulement aux droits d'auteur de tiers, si par exemple on publie une photo ou une vidéo qui sera accompagnée de la musique d'un tiers sans son consentement, mais également on pourrait porter atteinte au droit à l'image de tiers si sur une photo ou une vidéo qu'on publie apparaissent des personnes tierces. Alors, deuxième question maintenant qu'on va aborder ensemble, c'est la question du marketing d'influence. Donc, il y a une relation qui va commencer à s'établir entre Julie, notre influenceuse, et une marque. Première sous-question, ça va être la question du statut juridique des influenceurs et quelles sont les clauses que l'on intègre généralement dans un contrat entre une marque et un influenceur. Et deuxième sous-question, la question des placements de produits. Est-ce qu'il existe à l'heure actuelle en Belgique des règles particulières? Alors, le marketing d'influence, qu'est-ce que c'est? Eh bien, pour faire simple, c'est un peu la version 2.0 du bouche à oreille, puisque c'est une technique de marketing qui va consister pour une marque à faire appel à des influenceurs qui sont présents sur des plateformes ou des réseaux sociaux afin de parler des produits de la marque à ses followers. Et donc, les influenceurs aujourd'hui sont vraiment présents partout et présentent une place de plus en plus importante au sein de notre société. Ainsi, selon plusieurs études, il semblerait qu'en 2020, le marketing d'influence s'élève à 20 milliards de dollars, que 94% des professionnels du marketing considèrent le marketing d'influence comme efficace. Plus de 90% des consommateurs ont davantage confiance en du contenu qui aurait été publié par des influenceurs, par des personnes, plutôt que par la marque directement. Donc ça, c'est vraiment important, c'est le lien de confiance qui s'établit entre les followers et les influenceurs. Et enfin, 60% des consommateurs consulteraient des vidéos ou des avis d'influenceurs avant de réaliser l'achat d'un produit ou service. Alors, quid maintenant du statut juridique des influenceurs? Dans la très grande majorité des cas, les contrats qui seront conclus entre une marque et un influenceur, ce sont des contrats de service. Et ce, qu'importe finalement l'appellation de celui-ci, qu'il s'agisse de contrats de service de placement de produits ou de contrats de service de promotion, donc soit des contrats de service, soit des contrats de partenariat ou de collaboration. Et donc, généralement, ces contrats sont passés soit directement entre la marque et l'influenceur, soit par l'intermédiaire d'une agence commerciale dont le but est de mettre en relation finalement des influenceurs et des marques. Et concernant ces contrats, afin d'éviter que ceux-ci puissent être requalifiés en contrat de travail, donc entre la marque et l'influenceur, il est généralement prévu que l'influenceur s'engage en tant qu'entrepreneur indépendant et autonome et qu'il est le seul responsable de la manière dont il va s'acquitter de ses obligations qui découleraient du contrat. Alors de là, on peut rebondir sur les clauses qui sont généralement intégrées dans les contrats entre une marque et un influenceur. Première clause, généralement, enfin tout le temps intégrée finalement, c'est la clause d'objet. Ici, c'est véritablement la question de savoir sur quoi porte le contrat, puisque la plupart du temps, l'influenceur va s'engager à promouvoir soit la marque, soit un ou plusieurs produits en particulier, et ce via la création de contenu et la publication de ceux-ci sur les réseaux sociaux. Et ces contenus peuvent prendre différentes formes. Ça pourrait être par exemple un simple post ou une story Instagram, une publication de Facebook ou encore une vidéo YouTube. Donc ça, il y a plein de possibilités. Mais en tout cas, ce qui est important, c'est qu'il faut clairement définir, et ce, dès le début de la relation entre les parties, les attentes de chacune des parties, et ce, notamment en termes de contenu. Donc, est-ce que l'objet du contrat porte sur la création et la publication d'une photo ou d'une vidéo, ou encore d'un simple message textuel?
Est-ce que l'influenceur est tenu d'utiliser un hashtag particulier ou un message d'accompagnement particulier? Donc, très important de bien délimiter ce qu'on attend en termes de contenu, mais également en termes de délai et de durée. Donc, quel est le délai dans lequel l'influenceur est tenu de livrer le contenu de la marque? Et au niveau de la durée, eh bien, s'agit-il juste d'un one-shot ou plutôt d'une relation de type ambassadeur? Tout ça à prévoir dans une clause spécifique qui sera relative à l'objet du contrat. Deuxième type de clause qui peut être intégrée dans un contrat entre une marque et un influenceur et qui est plutôt ici à l'avantage de la marque, c'est la clause de révision et d'approbation des contenus, en quelque sorte un droit de regard de la marque, par laquelle on va pouvoir permettre à la marque un contrôle a priori en prévoyant que les contenus qui seraient destinés à être publiés eh bien, ne puissent être publiés qu'après une approbation de la marque, et permettre également à la marque un contrôle a posteriori, en permettant à l'annonceur, à la marque, de demander à l'influenceur de retirer tout ou partie du contenu qui aurait déjà été publié, par exemple dans l'hypothèse où ce contenu aurait provoqué des réactions négatives inattendues. Donc ici, c'est typiquement l'hypothèse dans laquelle un contenu a été publié, et puis finalement, eh bien, les retombées sont négatives, ce contenu fait l'objet de nombreux commentaires négatifs, et afin eh bien, de minimiser l'impact négatif de cette publication, la marque a tout intérêt à solliciter de l'influenceur que celui-ci retire le plus rapidement possible le contenu qui a été publié. Alors, troisième type de clause, encore une fois, une clause plutôt intéressante pour les marques, c'est la clause de rapport. En anglais, on parle de clause de reporting. C'est la clause par laquelle on va solliciter de l'influenceur de communiquer à la marque, après la publication du contenu, tout un tas d'informations relatives aux statistiques par rapport aux contenus qui ont été publiés. Alors, ça peut être par exemple le nombre de vues du contenu, les commentaires sur ce contenu, la portée de la publication, donc par exemple, de quelle ville viennent les followers qui ont été les plus touchés, quelle est la tranche d'âge des followers qui a été la plus touchée, tout un tas d'informations à ce niveau-là. Et une nouvelle fois, important d'être très précis et très clair par rapport aux attentes de la marque par rapport à ces informations et statistiques, notamment en termes de contenu et de forme de ce rapport, mais également veiller à ce que ces chiffres soient authentiques, et donc prévoir une clause de garantie à ce niveau-là. Et justement, eh bien, on rebondit sur la quatrième clause, la clause de garantie, à nouveau une clause plutôt intéressante pour les marques, puisque ça va être la clause par laquelle on pourra notamment prévoir que l'influenceur s'engage à ce que les contenus qui sont destinés à être publiés soient conformes aux lois et autres règlements, aux conditions générales des médias sociaux concernés, à leur public et aux bonnes mœurs, et soient éventuellement exempts de tout langage qui serait inapproprié, et enfin que ces contenus destinés à être publiés n'enfreignent pas les droits de tiers, et ce quels qu'ils soient, y compris donc les droits de propriété intellectuelle et le droit à l'image. Alors, clause suivante, la clause de propriété intellectuelle. Évidemment, s'il y a un contrat qui est conclu entre une marque et un influenceur, il est vraiment primordial de gérer la question des droits de propriété intellectuelle et notamment des droits d'auteur. Donc, qui sera propriétaire du contenu qui sera réalisé par l'influenceur? Est-ce que c'est l'influenceur ou la marque? Si l'influenceur reste propriétaire, en principe, il devra concéder une licence donc, à la marque pour qu'elle puisse l'utiliser si c'est dans les objectifs de la marque, etc. Donc, bien viser les œuvres qui sont concernées, bien identifier les droits cédés ou concédés, donc, principalement au niveau des modes d'exploitation autorisés, et puis le prix, la durée et le territoire, qui sont évidemment des éléments à prendre en compte et à bien déterminer dans le contrat. Alors, clause suivante, la clause d'exclusivité. Alors, c'est typiquement le genre de clause ici qui va poser problème au moment de la conclusion du contrat, puisque c'est en fait la clause bien par laquelle un engage à ne pas entreprendre des activités de soutien ou de promotion pour des concurrents directs ou des marques et produits qui seraient concurrents à l'annonceur, et cependant, généralement, la durée du contrat, et parfois pendant une durée de X jours ou X mois, suivant la fin de ce contrat. Alors, prix et paiement, évidemment, il faudra régler la question de la rémunération. Alors, cette rémunération peut prendre différentes formes. Elle pourrait être en nature ou en argent.
au forfait ou au résultat. Donc, au résultat, c'est par exemple, eh bien, en fonction du nombre de clics qu'il y a eu sur la publication de l'influenceur, ou bien en fonction du nombre de vues, en fonction des ventes qui auraient eu lieu suite à la publication du contenu. Et donc, à ce niveau-là, l'attribution d'un code promo qui est propre à chaque influenceur, ça permet finalement d'avoir une certaine visibilité de la marque par rapport aux retombées qui ont eu lieu à la suite de la publication. Et oui, voilà, la question de la rémunération en fonction des résultats, ça peut être quelque chose d'assez intéressant pour la marque, puisque, bien d'une part, elle ne va rémunérer l'influenceur qu'en fonction des retours, puisque l'influenceur n'est rémunéré qu'en fonction des résultats, ça devrait en principe le pousser à bien travailler. Mais bon, la question de la rémunération, c'est vraiment quelque chose qui est à apprécier au cas par cas et en fonction des business models et des techniques de marketing propres à chaque entreprise. De la responsabilité, évidemment, comme dans tout contrat, très important de bien limiter la responsabilité de chacune des parties. Confidentialité, qui serait une clause de confidentialité éventuellement assortie d'une clause pénale afin d'inciter les parties à la respecter. Et enfin, résiliation et fin de contrat, comme dans tous les contrats, évidemment, important de bien régler la question de la fin du contrat, puisque c'est généralement à ce moment-là que les problèmes se posent. Alors on arrive à la deuxième sous-question, la question des placements de produits. Est-ce qu'il existe en Belgique des règles particulières à respecter en matière de placement de produits? Eh bien la réponse est oui, puisque depuis le 8 octobre 2018, les influenceurs, mais également les annonceurs, sont tenus de respecter des recommandations en matière d'influenceurs en ligne qui ont été édictées par le Conseil de la publicité. Alors, l'objectif de ces recommandations, c'est véritablement de protéger les consommateurs. Au niveau du champ d'application de celui-ci, eh bien, il ne s'applique pas en toutes circonstances, mais uniquement lorsque deux conditions sont rencontrées. La première condition, c'est qu'il doit y avoir une contrepartie en jeu, c'est-à-dire que l'influenceur va parler d'une marque ou d'un produit en particulier et il va recevoir une contrepartie en échange. Alors, à nouveau, cette contrepartie peut prendre différentes formes. Ça pourrait être en argent, mais également en nature, donc soit le don ou le prêt de produits, soit l'invitation, par exemple, à participer à un voyage. Donc, à ce niveau-là, c'est relativement large, tant qu'il y a une contrepartie en échange du service de promotion qui est offert par l'influenceur. Deuxième condition qui doit être remplie, c'est le fait que l'annonceur doit avoir un certain contrôle sur la publication. L'influenceur ne doit donc pas disposer d'une liberté absolue par rapport au contenu et au message qu'il communique à ses followers. Alors, à titre d'exemple, reprenons notre fil conducteur de Julie, notre passionnée de sport et de yoga. Imaginons qu'une célèbre marque de sport lui envoie ses nouvelles boissons énergisantes et qu'après cela, eh bien, Julie en parle dans une vidéo qu'elle va publier sur YouTube. Est-ce que Julie doit respecter ses recommandations? Eh bien, la réponse sera non si Julie ne fait que parler de son expérience purement personnelle et donc ce qu'elle a vécu. Mais la réponse sera oui, par contre, si il existe un accord entre la marque et Julie, en vertu duquel Julie ne peut finalement parler que positivement de cette boisson et donc ne donner que des messages qui seraient positifs. Alors maintenant qu'on a identifié le champ d'application de ces recommandations, quelles sont les règles à respecter? Eh bien, il y a trois grandes idées à retenir. Ce sont les idées d'identification, de loyauté et de transparence. Et donc, l'influenceur, au niveau des règles à respecter, il doit tout d'abord obligatoirement indiquer, lorsque c'est le cas, il doit indiquer à ses followers qu'il s'agit d'une communication commerciale. Et ça, il importe peu de la manière dont il le fait, tant que c'est clair pour ses followers que cette communication a une connotation commerciale. Et à cette fin, il devra donc adapter son langage à la langue, donc son message à la langue de ses followers. Donc, pas la peine de dire en russe ou en chinois que la publication a une connotation commerciale si 95% de ses followers parlent français, 3% parlent néerlandais et les 2% qui restent parlent allemand. Donc, adapter le message à la langue du public et également utiliser, rendre visibles finalement les termes qui sont importants. Donc, sur le slide, vous avez un exemple.
où il est clairement indiqué qu'il s'agit d'un partenariat rémunéré avec telle marque de voiture. Donc il est indiqué en haut à gauche et il est rappelé par un hashtag dans la description de la publication. Autre chose à respecter du côté des influenceurs, c'est le principe de loyauté. Hors de question donc d'indiquer à ses followers des informations qui seraient incorrectes ou qui seraient susceptibles de les induire en erreur. Et donc, ça, ce sont les obligations à respecter au niveau des influenceurs, mais les annonceurs doivent également être vigilants et veiller à ce que les influenceurs auxquels ils font appel respectent ces recommandations, puisqu'ils pourraient éventuellement voir leur responsabilité également engagée. Alors, quid maintenant en cas de non-respect de ces règles? Quelles seraient les conséquences si Julie ne respecte pas ces règles dans son poste? C'est le jury d'éthique publicitaire qui est chargé du contrôle de ces recommandations. Ainsi, toute personne dont le but serait de défendre les intérêts des consommateurs ou l'image de la publicité peut déposer une plainte devant le JEP. Après avoir entendu donc, le point de vue de l'annonceur, le jury prendra soit une décision de modification de la campagne, soit d'arrêt, ou rendra simplement un avis de réserve. Alors, on arrive au dernier point de cette deuxième question. Est-ce qu'une entreprise, finalement, peut se prévaloir des règles applicables aux influenceurs? Donc, est-ce que finalement, une entreprise qui aurait constaté que ces règles ne sont pas respectées par un concurrent, par exemple parce que le texte qui aurait été publié par différents influenceurs est identique et aurait donc vraisemblablement été rédigé par une marque concurrente. Donc, est-ce que le fait de ne pas avoir annoncé cette publication comme commerciale, est-ce qu'une entreprise finalement peut se prévaloir de ce non-respect dans le cadre d'une action en concurrence déloyale? Eh bien, en tant que disposition autodisciplinaire, il est évident que ces recommandations n'ont pas la même force contraignante que des normes de droit. Néanmoins, on estime que certaines dispositions du Code de droit économique pourraient éventuellement être invoquées dans le cadre d'une action en concurrence déloyale contre un concurrent. Tout d'abord, l'article 6.98 du Code de droit économique dispose bien que dès lors qu'une entreprise indique être liée par un code de conduite, elle doit le respecter. C'est-à-dire que si une marque indique respecter les recommandations en matière d'influenceurs en ligne et qu'elle ne le respecte pas, eh bien une entreprise concurrente pourrait éventuellement saisir un juge pour ordonner qu'il soit mis fin au message publicitaire, et ce, éventuellement sous peine d'astreinte. Deuxième disposition qui nous paraît intéressante, l'article 699 paragraphe 2 du Code de droit économique, et enfin l'article 6.122e, qui prévoit que l'influenceur finalement qui se fait passer pour un simple consommateur alors qu'il agit dans le cadre de son activité professionnelle commet toujours une pratique commerciale déloyale qui serait donc susceptible d'être sanctionnée d'un concurrent de la marque. Et donc, pour finir, quelques conseils. En tant qu'influenceur, vous avez vraiment 3 mots à retenir, sont les notions d'identification, de loyauté, de transparence. Et en tant qu'annonceur, il est vraiment utile que vous gardiez à l'œil les publications des influenceurs avec lesquels vous collaborez, puisque si ceux-ci ne respectent pas les règles de recommandation, vous pourriez éventuellement être tenu responsable de ces infractions au même titre que l'influenceur. Et puis en sens inverse, gardez à l'œil également les publications de ses concurrents, puisque vous pourriez éventuellement demander à ses concurrents, enfin devant un juge, que ses concurrents cessent une campagne publicitaire, puisque celle-ci ne respecterait pas les règles de recommandation en matière d'influenceurs en ligne. Alors, on arrive à la troisième question, et donc ici, je vais laisser la main à Fanny. Voilà, merci Thomas. Est-ce que quelqu'un a des questions par rapport à cette première partie? Oups. Ah, pardon, Julien. Désolée, c'est moi qui... Mon doigt glisse, voilà. Donc, penchons-nous maintenant sur les aspects donnés à caractère personnel. Et puis, dans un deuxième temps, on fait un zoom sur les règles en matière de concours. Donc,
traite-t-on des données à caractère personnel lorsqu'on est influenceur et qu'on travaille sur les réseaux sociaux? Oui, puisque par le simple fait qu'on analyse le profil type des followers, on traite des données à caractère personnel. Parce que Julie ne sait pas qui sont ses followers, ou enfin, pourrait le savoir, mais quand elle analyse le profil type, elle n'a pas des noms reliés au graphique qu'elle voit, mais par contre, Facebook sait qui sont les followers de Julie et connaît, on va dire, quasi tout des utilisateurs. Donc, ce sont des données qui sont identifiables, qui peuvent être reliées à une personne physique. Donc, ce sont des données à caractère personnel. Julie, si elle analyse le profil type de ses followers, a peut-être conscience du fait qu'elle traite ces données, mais elle les traite même si elle n'établit pas ses profils et qu'elle n'exploite jamais les options analytics de ses comptes sur les médias sociaux. Donc, le simple fait d'avoir la faculté d'effectuer ces statistiques fait que on traite des données à caractère personnel. Alors, on peut l'affirmer de façon assez ferme parce que ça a déjà fait l'objet de 2 décisions de la Cour de justice sur les 2 dernières années. Et donc, ces décisions sont d'autant plus importantes que depuis 2 ans, on a un règlement général sur la protection des données qui est applicable. Je ne vais pas rentrer dans les détails sur ce règlement parce que je suppose que si vous êtes majoritairement des juristes et vous avez tous entendu parler de ce règlement, mais il est essentiel de passer à la ligne ultime. Ce règlement est sanctionné à la fois pénalement en Belgique, mais sanctionné par des amendes administratives par l'autorité de protection des données, et aussi une grande influence sur la réputation des entreprises. Et donc, toutes les marques seront attentives à ne pas commettre d'infraction au règlement général sur la protection des données pour préserver leur réputation. Donc, de ces arrêts prononcés récemment, il faut retenir que toute page entreprise sur les réseaux sociaux est considérée comme une page traitant des données à caractère personnel en collaboration avec le réseau social. Donc, l'arrêt concernait une fanpage Facebook et ça sera le même raisonnement pour tous les autres réseaux sociaux. Il y a eu un second arrêt qui là concernait le simple fait de poster sur son site propre les boutons de partage du site Facebook. Et donc, de nouveau, par le simple fait de placer ces boutons j'aime sur le site, eh bien, le propriétaire d'un site internet permet à Facebook de traiter les données des utilisateurs qui passent sur son site internet, qu'ils soient ou non membres du réseau Facebook. Donc, ces 2 arrêts établissent clairement qu'il y a une responsabilité conjointe au sens du RGPD. Et ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que 3 choses doivent être réglées entre les responsables de traitement conjoint. D'une part, qui est responsable de quoi? Donc, il faut régler les responsabilités entre les 2 parties. Qui informe les personnes concernées de toutes les informations qui doivent être portées à leur connaissance en vertu du RGPD. Donc, si vous y connaissez un petit peu, c'est une longue liste d'informations prévue à l'article 13. Et en 3e chose qui doit être réglée, auprès de qui la personne concernée peut exercer ses droits, sachant qu'elle pourra toujours le faire auprès de l'un ou l'autre. Le RGPD lui laisse cette possibilité, mais en tout cas, il faut que les personnes organisent entre elles une façon pour les personnes concernées d'exercer ses droits facilement et qu'elles sachent auprès de qui s'adresser préférentiellement. Donc, ces 3 choses doivent être réglées par contrat. À la suite des décisions de la Cour de justice, fatalement, les réseaux sociaux ont adapté leurs conditions générales d'utilisation pour prévoir cette hypothèse. Donc, lorsque une entreprise ou un influenceur crée une page sur les réseaux sociaux, d'un point de vue formel, la question de la responsabilité conjointe avec le réseau social a été réglée par le réseau social à la suite des arrêts. Donc, c'est déjà une bonne chose. On n'aura pas d'amende pour le non-respect des règles formelles. Peut-être qu'un jour, quand on estimera que ce que fait Facebook des données des internautes est illicite, peut-être que les marques qui ont des pages, des fanpages, pourront en recevoir une responsabilité partielle. Mais jusqu'ici, la Cour de justice est quand même assez prudente et dit qu'on est responsable, mais jusqu'à un certain point pour la collecte des données, mais pas pour après ce qu'en fait Facebook. Alors ici, vous voyez, on avait mis l'exemple de Facebook. Donc, la responsabilité des statistiques de page, on a un addenda qui a été rajouté par Facebook suite à ces arrêts.
En cas de concours, on rajoute un acteur. Donc, ici, on pense à l'exemple de Julie qui invite ses followers à se prendre en photo sur un tapis de yoga d'une certaine marque, de partager la photo et qui gagnera la photo la plus originale. Et donc là, on a le réseau social, Julie, mais aussi la marque. On rajoute un troisième larron dans l'histoire. Et donc, on se trouve de nouveau dans un cas de responsabilité conjointe de traitement entre les trois acteurs, puisque si la marque ne lance pas ce concours, les données des participants ne seront pas collectées ni par Julie, ni par les réseaux sociaux, ni par la marque. Donc, c'est un raisonnement circulaire, mais chaque chaînon chaque maillon de cette chaîne est nécessaire, donc il y a une responsabilité conjointe. On l'a vu entre le réseau social et l'influenceur, entre le réseau social et la marque, ça sera réglé par les conditions générales d'utilisation, mais entre l'influenceur et la marque, là, c'est aussi à régler. Donc, ces 3 points, la responsabilité, le devoir d'informer et auprès de qui on exerce les droits, devront être réglés dans le contrat entre l'influenceur et la marque. Sinon, il y a un manquement au RGPD simplement parce que cette formalité n'a pas été remplie. Maintenant, que se passe-t-il sur le concret du concours? Qu'est-ce qui doit être réglé? Donc, Thomas vous a parlé au tout début de la présentation du droit à l'image de l'influenceur, mais pensons au droit à l'image des participants. On ne peut pas supposer par le simple fait qu'on lance ce concours que les participants vont marquer leur accord sur le fait que les photos participantes seront diffusées par la marque sur les réseaux sociaux, seront peut-être réemployées par la marque pour des campagnes, figureront sur le site internet de la marque et que le gagnant sera photographié lors de la remise du prix ou fera l'objet d'un reportage photographique dans le city trip qu'on va lui offrir, etc. Donc tout ça, on ne peut pas, ça ne peut pas être convenu implicitement, il faut que ça figure dans le règlement du concours, sinon on ne peut pas, il y aura une atteinte au droit à l'image des participants. Là, on parlait du droit à l'image, mais on peut aussi parler du nom, du prénom du participant au concours, et ça peut aussi faire l'objet de publicité au moment de l'attribution des lots. Et donc, de nouveau, ça doit être prévu dans le contrat. Est-ce qu'en participant, on marque son accord sur la publicité des résultats et le marketing que la marque pourrait faire autour de cet aspect? Alors, vu que ça n'est pas ce qui est expressément nécessaire pour le concours, donc pour l'octroi des lots, il n'y a pas besoin d'obtenir le consentement du participant. Mais si c'est pour un autre but, comme faire du marketing autour des résultats du concours, ou alors envoyer à tous les participants au concours, les inscrire automatiquement à une newsletter, eh bien ça n'est pas expressément nécessaire pour la participation au concours. Donc, il faut obtenir un consentement, ce qui depuis le RGPD, nécessite une démarche active du participant. Donc, il faut une case à cocher. Ça ne peut pas être par la simple participation au concours, en principe, qu'on marque son accord. Et vu que c'est un consentement, depuis le RGPD, on aussi peut retirer son consentement à tout moment. Donc, ça, il faut prévoir techniquement que vous puissiez suivre ce genre de demande. Donc, en reprenant l'ensemble des exigences du RGPD, quelles sont les finalités de traitement des données dans le cadre d'un concours? Bien, on va gérer le concours, on va publier les résultats, on va peut-être éventuellement envoyer des newsletters, on va peut-être aussi améliorer la publicité, donc en sachant quel est le trafic sur telle page, on va pouvoir mieux cibler les publicités qui y passent. Donc Julie, l'influenceuse, pourra peut-être sur marque. Quelles sont les bases légales de traitement qui visent ces finalités? Eh bien, c'est soit le contrat pour la gestion du concours, pour le reste, c'est soit le consentement, soit l'intérêt légitime que j'ai oublié d'invoquer au slide précédent, mais c'est parce que c'est plus délicat. Donc, ça suppose d'avoir soupesé quel est l'intérêt de l'internaute à avoir traité ces données, quel est l'intérêt de la marque ou de l'influenceur à traiter les données, et que l'intérêt de l'internaute ne soit pas prépondérant par rapport à celui de la marque. Donc, c'est toujours délicat, ça peut être renversé par une autorité de protection des données, donc c'est plus prudent de se baser sur un consentement. Pour la durée de conservation, on devra aussi le prévoir dans le contrat, dans le règlement du concours ici en l'espèce. Donc, combien de temps est-ce qu'on va garder après la durée du concours? Est-ce qu'on pourra exploiter les images qui
qui seront fournis par les participants pour participer au concours. Et dans la catégorie de données traitées, on traitera des photos, les données du compte de l'internaute et aussi, par exemple, les données de partage. Il faut préciser que ça sera traité comme données. Si on ne le précise pas, eh bien, il y a un manquement à ce fameux article 13 et un manquement de façon plus générale au RGPD, vu qu'on n'a pas été loyal quant au traitement de données. Et puis le droit des personnes concernées, c'est le même qu'en général, en vertu du RGPD, c'est celui d'avoir une information complète sur le traitement qui est fait, de rectifier les données, d'y accéder et de pouvoir retirer son consentement ou s'opposer au traitement de données. Et donc ça, c'est ce que je vous disais, il faut pouvoir faire marche arrière de la part des marques. Alors, qu'est-ce qu'on a encore d'autre à quoi il faut faire attention en cas de concours? On prend toujours l'exemple de la photo la plus originale qui est récompensée. Eh bien, ça vous rassurera, ça ne rajoute rien par rapport à ce que j'ai dit juste avant. Quelle que soit la législation qu'on prend comme point de départ, il y a une obligation de clarté et d'information. Donc là, le Code de droit économique, s'agissant d'un concours, dit qu'il faut un règlement de concours clair et précis. Donc c'est l'endroit parfait pour y régler les questions aussi de données à caractère personnel. On pourrait tomber dans le cadre de la législation sur les jeux de hasard, qui est assez contraignante puisqu'il faut disposer d'une licence pour pouvoir proposer au public des jeux de hasard. Et donc, ce n'est pas ce que souhaitent les marques. Donc, elles veulent sortir du champ d'application de cette loi. Comment le fait-on? En ne faisant pas dépendre uniquement du hasard le résultat du concours. Donc ici, par hypothèse, c'est la photo la plus originale, qui a le plus de likes, la photo qui est le plus partagée. Et donc là, on enlève cet élément de hasard et on ne tombe pas sous le coup de la législation des jeux de hasard. Sinon, si malheureusement on tombait sous le coup de cette législation sans avoir de licence, eh bien c'est également punissable pénalement. Autre corps de règles auquel on ne pense pas souvent, ce sont les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux. Thomas vous a dit tout à l'heure qu'il était utile dans le cadre d'un contrat entre la marque et l'influenceur de prévoir que l'influenceur respectera les conditions générales d'utilisation des réseaux sociaux. Eh bien, vous allez voir pourquoi. Parce que si on prend les conditions d'utilisation de ces réseaux, tous, ils interdisent ce qui constitue l'essence même des concours qui sont organisés tous les jours. Donc, les mentions telles que partager ce lien pour participer, partager ce lien sur le journal de vos amis ou identifier vos amis dans une publication ne sont pas autorisées. Donc là, on a les conditions générales de Facebook et celles d'Instagram, on a une mention similaire. N'encouragez pas les personnes à s'identifier dans une photo sur laquelle elles n'apparaissent pas, etc. Donc, si le contrat entre la marque et l'influenceur a été rédigé de façon à ce que ce soit l'influenceur qui garantisse que ce qu'il fait est conforme aux conditions des réseaux sociaux, eh bien, c'est l'influenceur qui prend ses responsabilités. Effectivement, il semble y avoir une tolérance actuellement puisque tout le monde fait ce qui est contraire aux conditions générales d'utilisation, mais jusque quand? Et on va le voir, peut-être qu'une marque concurrente pourrait s'en prendre ombrage et saisir un juge. Alors, si on vise les enfants, est-ce qu'il y a des difficultés? Donc, la règle est en Belgique que pour les enfants âgés de moins de 13 ans, ils ne peuvent pas consentir sans l'autorisation des parents. Alors, si vous êtes sur les réseaux sociaux, normalement, les réseaux sociaux, dans leurs conditions générales, ne sont accessibles qu'aux enfants âgés de plus de 13 ans. Donc, par hypothèse, vous ne visez que des utilisateurs de réseaux sociaux qui sont plus âgés que le seuil en dessous duquel vous devriez obtenir le consentement des parents. Donc, normalement, vous ne devez pas prendre de précautions supplémentaires, mais à revoir si c'était un concours qui devait être organisé via une autre plateforme ou via un réseau qui vise plus spécifiquement les très jeunes enfants. Alors, c'est bien de savoir qu'il faut faire tout ça, mais comment le fait-on concrètement dans les réseaux sociaux, vu que ça n'est absolument pas fait pour? Donc, repartons des informations générales. On ne parle plus du concours. Je retourne un peu en arrière avec le simple fait d'avoir une page sur un réseau social qui fait qu'on est responsable conjoint du traitement à côté du réseau social. Eh bien, je vous mets comme exemple la page Facebook de notre cabinet. Il y a un lien vers la politique de confidentialité, mais il n'y a pas la place pour la mettre en entier. Donc, tout ce qu'on peut faire, c'est un lien qui renvoie vers notre politique complète sur notre site
et avec une encre, si possible, qui renvoie à l'endroit de la politique de confidentialité où on parle de traitement sur les réseaux sociaux. Et alors, ça doit aussi se faire de façon claire. Donc, si vous le rajoutez ni vu ni connu, ça n'est pas conforme au RGPD. Il faut peut-être faire un post spécifique au moment de l'ajout de cette politique de confidentialité ou au moment où on la modifierait, par exemple. On peut aussi penser à épingler ce genre de post pendant quelques jours lorsqu'on l'ajoute pour qu'il puisse attirer l'attention des visiteurs de votre page. Alors pour le concours, eh bien, on raisonne de la même façon, on s'adapte aux outils qui sont à notre disposition et on peut placer un lien hypertexte dans le post. Donc comme là, il y a un lien vers le règlement du concours ou en bio sur Instagram, on pourrait aussi prévoir un lien vers le règlement, sachant qu'il ne va peut-être pas rester indéfiniment, ce n'est pas l'idéal, mais il faut d'une façon ou d'une autre que l'internaute puisse se renseigner, ou on pourrait dire aller voir sur la page, sur notre site internet pour le règlement du concours, mais au minimum, il faut qu'il puisse accéder au règlement du concours. Donc, quels sont les conseils sur ces aspects en tant qu'influenceur, en tant qu'annonceur? Deux choses essentielles, c'est bien informer des droits et de ce qu'on fait des données des participants. Bien faire un lien vers la politique de protection de données du réseau social et de l'annonceur. Donc, nous, on le fait, on renvoie vers notre site internet pour la politique complète de protection des données. Et dans cette politique, il y a un lien vers les conditions pour chaque réseau social où notre cabinet a une page. Et alors, en tant qu'annonceur, il faut penser un peu plus loin. Le règlement du concours, c'est probablement le service juridique de l'entreprise et pas l'influenceur qui va le rédiger. Et donc, c'est sa responsabilité de savoir que ce règlement est assez clair et précis pour ne pas avoir de difficultés dans l'exécution du concours et dans l'exploitation des aspects marketing de ce concours. Dernière question qui est assez brève. Qu'est-ce qu'on peut faire face à l'achat de followers ou de likes sur les réseaux sociaux? Donc, Julie, notre exemple, commence à avoir sa petite audience en Belgique et elle constate que sur le même segment, une nouvelle arrivée, tout d'un coup, a le double de son audience, du jour au lendemain. Et donc, ça ne lui fait pas plaisir, évidemment, mais en plus, ça peut aussi lui porter préjudice parce que les marques vont se tourner vers cette nouvelle influenceuse plutôt que Julie pour promouvoir leurs produits. Alors, ce n'est pas un cas isolé parce qu'ici, on se doute qu'il y a tous les utilisateurs qui sont abonnés à sa page ne seront probablement pas des réels utilisateurs. Et donc, ce n'est pas un cas isolé. On a ici un exemple par rapport au réseau Twitter. Le nombre d'abonnés réels par rapport au compte fake et inactif, et enfin, c'est vraiment, les chiffres sont impressionnants quand on voit la proportion. Donc, si on parle d'influenceurs, ce phénomène existe aussi et on sait que l'achat de likes ou de followers est très 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 bon marché. Pour 300 €, vous pouvez acheter des milliers de followers dans une ferme à clics qui sera située en Russie. Donc l'investissement n'est pas très important et si ça peut rapporter des contrats avec des marques, peut-être que certains sont prêts à franchir le pas. Alors les réseaux sociaux ont décidé de s'attaquer à ce phénomène et ferment ce genre de compte. Donc en tant que victime de ce genre d'agissement parce que vous voyez qu'un concurrent a une page qui est faussement gonflée, vous pourriez déjà dans un premier temps essayer de régler la question sur le réseau social même pour voir la vérité rétablie. Maintenant, si cela ne marche pas, on se retrouve donc dans le champ du droit civil, du droit commercial. Et que peut-on prévoir pour se prémunir? Thomas l'avait esquissé tout à l'heure. Dans la relation entre l'annonceur et l'influenceur, on peut prévoir dans le contrat une clause de garantie. Donc, il avait évoqué le respect des règles, des conditions générales, etc. Mais aussi garantir que l'audience est réelle et qu'elle n'est pas faussement gonflée. Mais que se passe-t-il? Donc là, on règle la relation dans un contrat, donc c'est assez facile de prévoir ce genre de clause, mais on a les relations dans lesquelles il n'y a pas de contrat. On est entre deux concurrents ou entre deux influenceurs.
Qu'est-ce qu'on pourrait imaginer dans ce cas-là si on n'arrive pas à faire fermer le compte sur les réseaux sociaux? Eh bien, c'est d'agir sur le terrain des pratiques commerciales déloyales, donc d'agir en cessation. Vous le savez certainement, la notion d'entreprise est vraiment de plus en plus large. Et donc, certes, les marques qui font appel aux influenceurs seront des entreprises, mais les influenceurs eux-mêmes pourront être considérés comme des entreprises à partir du moment où ils en tirent un revenu. Nous n'avons pas connaissance de décision qui a pu trancher ce point-là en Belgique, mais selon toute attente, ce seront considérés comme des entreprises. Et donc, on pourrait imaginer qu'un influenceur demande au tribunal d'enjoindre un concurrent influenceur à fermer telle page ou à publier un message informant du fait que l'audience a été faussement gonflée, etc. Par contre, on se retrouve avec des difficultés en matière de preuves parce que autant le réseau social, lui, va pouvoir essayer de voir si les comptes sont réels ou non, autant l'influenceur va être un peu désemparé face à son concurrent pour établir que l'audience a subitement grimpé. Il faudrait peut-être conserver des preuves en matière d'évolution journalière de l'audience pour démontrer que ça n'est pas plausible que ce soit le simple, enfin, pas bouche à oreille, mais clic à clic qui ait pu accroître l'audience de cette façon. Je viens de vous exposer ces points. Et alors, en justice, une action en cessation donc, est envisageable, mais prouver, ce qu'on peut obtenir par une action en cessation, c'est vraiment ça, l'arrêt du comportement qui pose souci et qui préjudicie à une entreprise. Par contre, pour une indemnisation, c'est une autre procédure. Et pour prouver un dommage, là, il faudrait que Julie puisse prouver quel contrat elle n'a pas pu conclure parce que cette nouvelle influenceuse qui ne respecte pas les règles est survenue sur le marché. Donc, si elle avait un contrat en voie de signature et qu'il n'a pas été signé, on aura un début de preuve d'un dommage, mais dans un autre cas, c'est difficile de prouver un dommage. Donc, il est plus raisonnable de penser que par le biais des actions en justice, on pourra simplement obtenir un rétablissement de la situation pour l'avenir, mais plus difficilement un dédommagement. Respecter le timing. Est-ce que vous avez des questions ?